Bonjour, aujourd'hui on va plonger dans la vie d'une femme, mais pas n'importe laquelle. C'est l'une des figures les plus incroyables du Moyen-Âge, une femme qui a littéralement forgé le destin de deux royaumes, la France et Angleterre. Son histoire, c'est un véritable tourbillon de pouvoir, de passion et de manœuvres politiques. Alors pour bien commencer, une petite question. Une question qui, à elle seule, résume tout son parcours exceptionnel. Qui est la seule femme de toute l'histoire à avoir été reine de France et reine d'Angleterre? Et oui, une seule. Son nom, c'est Aliénor d'Aquitaine. Ok, mais d'où lui vient toute cette puissance? D'où ça sort? Eh bien, tout commence avec son héritage. Faut bien comprendre qu'Aliénor, elle n'était pas juste une noble parmi d'autres, non, c'était tout simplement l'héritière la plus riche de toute l'Europe. Et la source de ce pouvoir, la voilà, le duché d'Aquitaine. Attention, on ne parle pas d'un petit lopin de terre, hein. C'était un territoire immense, plus grand et plus riche que le domaine du roi de France lui-même. Un véritable quasi-royaume qui allait des Pyrénées jusqu'à la Loire. Avec une dot pareille, forcément, elle est devenue le parti le plus recherché d'Europe. Mais le plus fou dans tout ça, c'est son âge. Elle a seulement 13 ans. 13 ans en 1137 quand son père meurt et qu'elle devient duchesse d'Aquitaine. C'est juste incroyable de se dire qu'à un âge où aujourd'hui on est au collège, eh bien elle se retrouve à la tête d'un territoire gigantesque. Bon, son premier grand chapitre, c'est en France qu'il s'écrit. Elle se marie avec l'héritier du trône, le futur Louis VII, ce qui la propulse directement au sommet du pouvoir. Mais elle va vite déchanter. Le monde qu'elle découvre est à des années-lumière de tout ce qu'elle a toujours connu. Franchement, il faut s'imaginer le choc culturel. Aliénor, elle débarque de sa cour d'Aquitaine, un endroit hyper raffiné, vivant, le berceau de l'amour courtois, de la poésie. Et elle atterrit à Paris dans un monde complètement à l'opposé. Une cour super austère, très pieuse, très rigide. Ce contraste, c'est ce qui a marqué au fer rouge ces 15 années comme reine de France. Et le point de non-retour, le vrai moment de rupture dans son mariage, il arrive pendant la deuxième croisade. L'expédition est un fiasco militaire total, mais c'est surtout un drame personnel qui se passe à Antioche, qui va définitivement sceller le sort du couple royal. C'est à partir de là que naît ce que les historiens appellent sa légende noire. Les rumeurs commencent à fuser de partout, alimentées par les chroniqueurs de l'époque, comme ce fameux Aubry de Trois-Fontaines. Sa citation, elle est d'une brutalité sans nom. Elle se conduisit plus en putain qu'en reine. Ça montre bien à quel point sa réputation a été traînée dans la boue. Alors, démêlons un peu le vrai du faux, qu'en est-il vraiment? Aujourd'hui, les historiens sont assez d'accord pour dire que ces rumeurs, c'était surtout des attaques politiques. Son crime? Oser donner son avis, y compris sur la stratégie militaire. Impensable pour une femme à l'époque. La vraie raison de l'annulation de son mariage, en fin de compte, ce n'était pas une histoire d'infidélité, c'était bien plus politique. Elle ne donnait pas d'héritier mâle au roi de France. Mais pour Aliénor, cette annulation, ce n'est pas du tout une fin en soi. Au contraire, c'est le début d'autre chose. Elle va pivoter avec une rapidité et une ambition, mais juste incroyable. Et elle a déjà une nouvelle couronne en ligne de mire. 8 petites semaines. C'est le temps qu'il lui a fallu entre l'annulation de son mariage avec le roi de France et son remariage avec Henri Plantagenet, le futur roi d'Angleterre. 8 semaines! C'est une décision fulgurante, un coup de maître stratégique qui va complètement redessiner la carte de l'Europe. Et les conséquences de ce mariage, elles sont juste colossales. En épousant Henri, Aliénor fait bien plus que trouver un nouveau mari. Elle fusionne son immense duché d'Aquitaine avec les terres d'Henri. L'Anjou, la Normandie et bientôt l'Angleterre. Ensemble, ils donnent naissance à ce qu'on appelle l'Empire angevin, un bloc immense, un géant qui va devenir le rival numéro 1 du royaume de France. Et avec Henri, elle réussit là où elle avait échoué avec Louis. Elle fonde une dynastie. Et quelle dynastie! 8 enfants, dont plusieurs fils. Parmi eux, 2 futurs rois d'Angleterre. Et pas des moindres, le célèbre Richard Cœur de Lion et son frère Jean, surnommé Santerre. Elle n'est plus seulement reine, elle est devenue la matriarche d'un empire. Mais attention, on est loin du conte de fées. Son mariage avec Henri, c'est avant tout un choc des titans. 2 personnalités ultra puissantes qui s'affrontent. Une relation passionnelle qui va mener au drame, à l'emprisonnement et pour finir, à un retour au pouvoir absolument spectaculaire. Et ce qui devait arriver arriva. La rupture, c'est en 1173. Aliénor se sent mise de côté, écartée du pouvoir, et pour ne rien arranger, elle est excédée par les infidélités de son mari. Alors elle choisit son camp, celui de ses fils. Elle les soutient et même les encourage à se rebeller contre leur propre père, le roi. Sauf que la rébellion échoue. Et le prix à payer pour Aliénor est terrible. Elle est capturée en pleine tentative de fuite et va passer les 15 années suivantes en prison. 15 ans, enfermée par son propre mari dans différents châteaux à travers l'Angleterre. Imaginez le sort d'une reine devenue prisonnière. Mais ce serait mal connaître Aliénor que de la croire finie. Certainement pas. À la mort d'Henri en 1189, elle est enfin libérée.
Elle a alors près de 70 ans, un âge où on pourrait s'attendre à ce qu'elle se retire, non? Eh bien pas du tout. Au contraire, elle revient sur le devant de la scène, plus puissante que jamais, pour assurer le trône à son fils préféré, Richard. Et pendant que Richard part en croisade, qui tient les rênes du royaume? C'est elle, Aliénor, la reine-mère, et elle se révèle être une dirigeante absolument redoutable. C'est elle qui administre le pays, c'est elle qui réussit à lever une rançon colossale quand Richard est fait prisonnier sur le chemin du retour, et c'est encore elle qui écrase une tentative de coup d'État menée par son autre fils, Jean. Rien que ça. Allez, on arrive maintenant aux dernières années de sa vie. Une période où, même très âgée, elle ne lâche rien et continue de se battre corps et âme pour préserver cet empire qu'elle a passé sa vie à construire. Si on regarde les chiffres, c'est tout simplement vertigineux. La longévité de son influence politique est stupéfiante. 15 ans reine de France, 35 ans reine d'Angleterre. Bon, une partie en captivité, c'est vrai. Et par-dessus ça, 15 ans comme reine-mère et régente, avec un pouvoir immense. Au total, on parle d'une carrière politique de plus de 60 ans. C'est colossal. Et la preuve qu'elle ne s'est jamais arrêtée, c'est cette anecdote qui est juste incroyable. À 78 ans, elle se retrouve assiégée dans le château de Mirebeau. Par qui? Par son propre petit-fils. Et elle tient bon, elle résiste jusqu'à ce que son fils, le roi Jean, arrive en catastrophe pour la secourir. Une vraie combattante, jusqu'à son dernier souffle. Même sa mort, ou plutôt son souvenir, est marqué par cette force de caractère. Son gisant, à l'abbaye de Fontevraud, est très parlant. Il ne la montre pas les mains jointes en prière comme c'était la coutume. Non, elle est représentée en train de lire un livre. C'est un symbole incroyablement puissant, celui d'une femme de pouvoir, oui, mais aussi d'une femme de culture et de savoir. Alors au final, qui était vraiment Aliénor d'Aquitaine? Une manipulatrice politique impitoyable? Une sorte d'icône avant l'heure? Une proto-féministe qui se battait pour son indépendance? Ou tout simplement, l'ultime survivante, capable de naviguer dans les eaux les plus troubles de la politique médiévale? La réponse, c'est sans doute un peu de tout ça à la fois. Et c'est justement ce mélange qui la rend si profondément fascinante encore aujourd'hui.